Bien, nous allons donc parler aujourd'hui de l'anatomie fonctionnelle. Le coude, en fait, fait partie du membre thoracique. C'est ce qu'on appelle l'articulation intermédiaire. Elle est très importante et elle s'est progressivement transformée pour s'adapter à la préhension. À partir, comme vous pouvez le voir, d'une articulation très frontalisée chez le poisson, elle s'est progressivement sagittalisée chez le reptile pour le déplacement, puis bien évidemment chez le primate pour la prise. Le stade d'articulation participant au port des objets à la bouche. En fait, c'est le but essentiel de l'articulation du coude, de porter. Nous étudierons comme d'habitude les bases osseuses, puis articulaires, puis musculaires, puis enfin nerveuses, pour terminer par la mobilité et de la pathologie. Sur le plan de la biomécanique générale, le coude est une articulation complexe qui, comme on peut le voir, comprend en fait trois articulations: huméro-radiale, huméro-ulnaire et radio-ulnaire ou ulno-radiale supérieure. C'est une articulation qui était au départ destinée à l'appui, puis on le voit ici, qui par la flexion du coude a permis de porter la main à la bouche principale. Sur le plan des axes, eh bien, trois axes sont importants. L'axe épicondyle médial, épicondyle latéral, qui est ouvert en haut et en dehors de 10 degrés. Et on voit sur un coude fléchi le bon alignement des trois reliefs qui, bien évidemment, reste sur une même ligne sur le coude en extension et devient un triangle sur le coude en flexion. La capsule intègre l'ensemble des trois articulations qui ont donc une synoviale commune, comme on peut le voir. Bien évidemment, ce qui est important, c'est cet axe d'antépulsion de la palette humérale qui porte le capitulum, le condyle en avant, comme ceci de 20 degrés, avec un axe ulnaire de la cavité sigmoïde de 40 degrés, pour un développement au total du capitulum de 280 degrés. Ainsi, en flexion du coude à 90 degrés, le coude est en stabilité maximale. Voici sur l'axe sagittal le déport en avant de la palette humérale de 30 degrés. Là, on voit bien les trois faisceaux du ligament latéral interne, dont toujours un des faisceaux reste tendu, quelle que soit la position du coude, ce qui participe beaucoup à la stabilité de celui-ci. Ainsi, par exemple, comme vous pouvez le voir là, en flexion complète, c'est le faisceau postérieur qui restera tendu. Ce qui est intéressant, c'est que le ligament latéral externe, ou ligament collatéral latéral, lui reste tendu quelle que soit la position de flexion-extension du coude par son insertion sur le ligament annulaire. On voit bien ce ligament annulaire faire le tour de la tête radiale, du pourtour radial, ainsi que le fort ligament carré dénucé qui vient stabiliser le coude. Ce qui nous apparaît important, c'est la notion d'ulna valga. En fait, l'angulation de 10 degrés des épicondyles de face avec surélévation du capitulum par rapport à la trochlée désaxe le squelette de l'avant-bras en bas et en dehors lors de l'extension. Cette ulna valga physiologique de 3 à 30 degrés quand même permet lors de la flexion du coude d'amener la main qui était en dehors de l'axe du bras en dedans de celui-ci, l'amenant plus facilement ainsi à la sphère buccale.
sur le plan des bases musculaires, il existe, comme dans toute articulation, nous l'avions vu pour l'épaule, ce qu'on appelle un secteur utile de mobilité qui est antérolatéral et qui représente environ 80 à 100 degrés de flexion du coude. C'est dans ce secteur-là que la prise est possible. La prise de l'objet se fait le bras tendu en arrière par déroulement avec rétropulsion, abduction, extension, rotation externe et pronation. Et l'enroulement du membre supérieur portera l'objet à la bouche avec antépulsion, adduction, flexion, rotation interne et supination. Les bases musculaires sont classiques et si par exemple on définit ce qu'on appellera les bases de la flexion active sera de 140 degrés, la flexion passive par compression des masses musculaires de 160 degrés. Les limites sont habituelles, butée du processus choroïde dans l'ulna, la fosse chronoïde de l'humérus, la mise en tension des ligaments capsulaires dorsaux et du faisceau postérieur du ligament collatéral médial, et le volume musculaire, bien sûr, des fléchisseurs. Il faut savoir cependant, et c'est important, que la stabilité du coude est maximale à 90 degrés de flexion, et il existe une sorte de petite instabilité à 40 degrés de flexion. Le maximum d'efficacité du coude se situera dans le secteur amplitude de 80 à 100 degrés de flexion, et lorsque par exemple on veut visser de force, eh bien on fléchit un petit peu le coude en reculant celui-ci vers l'arrière. Le secteur utile de mobilité se situera ainsi entre 80. Il faut savoir qu'on raisonne sur la flexion de l'avant-bras sur le bras, mais qu'il peut exister une flexion du bras sur l'avant-bras lorsque par exemple on se suspend à des barres et qu'on se soulève. Deux petites astuces particulières sont l'insertion du tendon du biceps brachial à la face postérieure de la tubérosité radiale, qui expliquera ce phénomène de déroulement, alors que le brachial s'insérera lui directement sur la petite apophyse. Le brachial d'ailleurs sera un muscle monoarticulaire directement tendu de la face ventromédiale et ventrolatérale de la diaphyse humérale à la face caudale du processus chronoïde de l'ulna. Son maximum d'efficacité se situera à 120 degrés de flexion. Ce sera un muscle tonique, fait de fibres musculaires lentes et peu fatigables, donc très postural, indépendant de la prosupination de l'avant-bras. On dira que c'est le muscle brachial et le muscle à posture immobile en flexion du coude lors de port d'un objet lourd. Bien donc différent du muscle biceps brachial, qui sera lui biarticulaire, tendu de l'épaule avant-bras, sans aucune insertion sur l'humérus, qui comprendra, vous le savez tous, un chef long et un chef court, qui auront des actions différentes au niveau de l'épaule, se terminera par un tendon qui s'enroule derrière la tubérosité radiale, bicipitale, et bien sûr, et qui viendra ainsi s'enrouler dans la pronation et se dérouler dans la supination. Le muscle biceps brachial aura un maximum d'efficacité à 90 degrés de flexion, sera un muscle phasique, propre au mouvement, constitué de fibres musculaires rapides et fatigables, dont l'efficacité dépendra de la prosupination préalable. Le biceps est d'ailleurs considéré comme un muscle bien plus supinateur que le fléchisseur du coude. Bien évidemment, son action dépendra de la position de l'épaule, et il sera d'autant plus efficace que ces chefs longs et courts auront été mis en extension au préalable, c'est-à-dire en rétropulsion et adduction de l'épaule. Il existe ainsi d'autres flexions du coude, que sont le muscle brachioradial ou long supinateur, le muscle fléchisseur radial du carpe et le muscle supinateur, ainsi que le muscle rond pronateur. Il existe ainsi un équilibre entre la traction en arrière extenseur du triceps brachial et la traction en avant du muscle brachial. Et si l'on étudie l'extension du coude, eh bien l'extension du coude, elle, est un mouvement qui va être impossible à partir de la position de référence, qui est déjà en extension, donc à 0, quoiqu'il puisse exister des petites hyperextensions par laxité de 5 à 10 degrés, dont les limites seront bien sûr osseuses, butées de l'olécrane, ligamenteurs, faisceau antérieur du ligament collatéral médial, et musculaire, tonus musculaire des fléchisseurs. La hiérarchie musculaire sera bien sûr en rapport avec le muscle triceps brachial, et dans le raisonnement de l'extension du coude, nous préférons parler de déflexion, c'est-à-dire de partir de la flexion maximale pour défléchir le coude. Ainsi, deux muscles principaux interviendront dans l'extension du coude, le triceps brachial et le petit muscle enconé. Le triceps brachial interviendra par ses deux chefs monoarticulaires et son chef biarticulaire, les vastes latérales qui intervient dans le secteur de mobilité à la flexion maximale à 30 degrés de déflexion, le vaste médial qui est le muscle le plus puissant de l'extension du coude, qui agit de 30 degrés de déflexion où se trouve son efficacité maximale à 80 degrés de déflexion,
Et le chef long, le biarticulaire, le long triceps, sans insertion humérale, qui s'étend directement de l'épaule au crâne et qui trouve son efficacité maximale de 80 degrés de déflexion jusqu'à l'extension complète. Il est d'autant plus efficace qu'il a été mis en tension au préalable par une position qui associe une antépulsion, une abduction et une rotation médiale de l'épaule. C'est le muscle du revers de tennis qui est celui du boxeur, de l'extension du coude dans le boxeur. Le triceps brachial est innervé par le nerf radial, dont les origines radiculaires vont de C6 à T1, alors que le biceps était innervé par le nerf musculo-cutané de C5 C6. Le muscle enconé est négligeable dans l'extension du coude. Il s'insère de la face dorsale de l'épicondyle latérale sur les faces dorsolatérales de l'ulna et latérale de l'olecrâne, complètement collé au chef latéral du triceps brachial. Il a un rôle essentiel de tenseur de la capsule. En fait, au total, si l'on veut bien raisonner, les secteurs utiles d'extension du coude sont dans le déroulement de 0 à 30 degrés de flexion, donc essentiellement pour la prise d'objet, et dans l'enroulement de la flexion maximale à 30 degrés de déflexion. L'extension du coude est un mouvement peu utilisé dans la vie courante qui par contre trouve un développement maximal dans certaines activités sportives, les pompes, le ski de fond et dans certaines situations particulières comme le déplacement en fauteuil roulant. On voit bien là l'extension. Voici la représentation schématique du muscle triceps avec la longue portion, bien sûr le vaste latéral et le. Voici représenté chez un culturiste. On voit bien l'hypertrophie de la longue portion. Et bien sûr ce triangle, ces faisceaux différents du triceps auxquels on associe le petit. Le deuxième mouvement après la flexion-extension du coude est la prosupination. La prosupination est une rotation du radius autour de l'axe passant par le centre de la tête radiale et le centre de la tête ulnaire. Le radius tourne autour de l'ulna dans la partie caudale, utilisant à la fois sa petite courbure supinatrice crâniale et sa grande courbure pronatrice caudale. En pronation, les deux os de l'avant-bras se croisent en X. En supination, tel que vous pouvez le voir là, ils sont parallèles. La position de fonction de la flexion du coude est à la flexion du coude à 90 degrés, en prosupination indifférente, le pouce au zénith. La pronation possède 85 degrés d'amplitude, la supination 90 degrés avec des variations. Ceci confère au membre thoracique, avec les rotations de l'épaule, une rotation globale très importante qui dépasse 360 degrés. Classique. Une vue ventrale des deux os de l'avant-bras en position anatomique de référence montre bien que les deux os sont parallèles et se croisent en pronation. C'est surtout la courbure pronatrice du radius qui devient importante et qui doit être parfaitement corrigée dans les fractures. Les deux os sont unis par la membrane interosseuse renforcée en haut du ligament de Weitbrecht. En bas, on voit bien les ligaments radio-ulnaires inférieurs. La transmission des forces se fait d'ailleurs par cette membrane interosseuse dans un couple fibro-osseux particulièrement solide. L'articulation radio-ulnaire supérieure proximale est une trochoïde. Le pourtour de la tête radiale tourne à l'intérieur de la césure radiale, maintenu par le ligament annulaire et le ligament carré de Dénussé. Tout ceci mobilisé par le déroulement du radius sous l'effet du biceps en supination. Il existe un effet de came de l'articulation radio-ulnaire proximale. Au niveau de la tête radiale, l'effet de came permet le passage de la tubérosité bicipitale entre les deux os de l'avant-bras lors du mouvement de pronation. La tête radiale a une forme ovalaire, vous voyez, dont le petit diamètre mesure 24 mm et le grand diamètre 28 mm. Avec en supination, le grand axe de la tête radiale est ventrodorsal, le ligament annulaire radial est légèrement détendu, alors qu'en pronation, tel qu'on le voit là, le grand axe est médiolatéral, ce qui met en tension le ligament annulaire. L'articulation radio-ulnaire distale, elle met en rapport l'incisus ulnaire du radius avec le pourtour de la tête radiale. La tête ulnaire ne se déplace pas, c'est le radius qui tourne autour de l'ulna, c'est ce qu'on appelle une trochoïde inversée. Notion importante, l'axe de l'ulna n'est pas fixe lors de la pronosupination, tel que vous le voyez là. En considérant une pronosupination libre dont l'axe serait l'axe de la main, c'est-à-dire le troisième doigt, l'ulna est fixe. Mais si par exemple on peut poser l'avant-bras sur une table et tourner autour par exemple du cinquième doigt, alors l'ulna se déplace fortement en bas et en dehors. L'articulation radio-ulnaire distale est stabilisée par des ligaments radio-ulnaires antérieurs et postérieurs, ventraux et dorsaux, ainsi que par un disque articulaire, le ligament triangulaire. Ce dernier disposé en éventail, étendu de la partie caudale de l'incisure ulnaire au processus styloïde de l'ulna. Le voilà.
Le 3, bien sûr, l'axe du 2 lorsqu'on pose l'avant-bras à poser. Quelles sont les bases musculaires de la prosupination? Eh bien, les bases musculaires de la pronation sont avant tout l'acte qui permet à la main de se tourner vers le sol. Pronere en latin, c'est prendre. Donc la main se tourne vers le sol pour prendre un objet. Son amplitude est 87 degrés à partir de la position de fonction, pouce au zénith, à 90 degrés de flexion du coude. Ses limites sont osseuses par le croisement des deux os de l'avant-bras, articulaires par ligament carré d'énucée, disque articulaire à la membrane interosseuse et musculaire par la résistance des muscles supinateurs. Le vrai muscle pronateur le plus puissant, c'est le carré pronateur, ou pronator quadratus, qui naît de la face caudale de la partie caudale de la face ventrale de l'ulna et se termine sur le quart caudal de la face ventrale du radius. C'est le muscle monoarticulaire par excellence, court, tonique, peu fatigable, extrêmement efficace, innervé par le nerf interosseux antérieur, C6D1, issu, le voilà, du nerf médian. Et le muscle rond pronateur ou pronator terrestre, qui est un muscle beaucoup plus complexe, qui comprend deux chefs. Un chef monoarticulaire coronoïdien que vous avez là et un chef huméral épicondylaire médial qui vient s'ajouter au premier, qui est ici réséqué. Le chef coronoïdien est monoarticulaire, tonique, peu fatigable, indépendant du coude, alors que le chef épicondylaire médial est biarticulaire, phasique, fatigable, dépendant de la flexion-extension du coude, d'autant plus efficace bien sûr que le coude est étendu, et innervé par le nerf médian C6 et C7, qui d'ailleurs le traverse. On dit que le nerf médian est dans la pince musculaire. D'autres muscles accessoires interviennent à la pronation, tels le flexeur radial du carpe, le long extenseur radial du carpe, le brachioradial et le long palmaire, bien sûr. Le nerf médian le nerf médian est vraiment le nerf qui gère la pronation de l'avant-bras. La supination. La supination est un mouvement qui amène la paume de la main vers le ciel. Supiner, ça veut dire supplier. Son amplitude est de 90 degrés et ses limites sont osseuses, faibles, essentiellement articulaires, liées au ligament carré d'énucée, au ligament radio-ulnaire, à la membrane interosseuse et musculaire par la résistance des muscles pronateurs. La supination permet de tourner la main vers la bouche et donc de ramener l'objet qui était pris en pronation vers la... Les muscles qui interviennent dans le mouvement de la supination sont peu nombreux. D'abord et avant tout le muscle court supinateur, dont vous voyez là le chef superficiel, qui est biarticulaire, qui se termine sur le radius entre la tuberosité radiale et l'insertion du muscle pronateur. Son efficacité dépend de la position du coude. Il sera bien plus efficace lorsque le coude sera en extension. Le chef ulnaire est bien plus profond. Il est tendu de la crête supinatrice de l'ulna jusqu'à la face ventrale du radius en passant en profondeur du chef superficiel. Il est indépendant de la flexion-extension du coude, monoarticulaire, innervé par la branche profonde motrice du nerf radial. On le voit là passer derrière l'ulna. Il existe d'autres muscles supinateurs accessoires, tels le muscle, bien évidemment, brachioradial, d'autant plus efficace que l'avant-bras sera en pronation, et surtout le muscle biceps brachial, dont on dit qu'il est plus supinateur que fléchisseur du coude. Le nerf radial peut être considéré comme le nerf essentiel de la supination, en dehors bien sûr du nerf musculo-cutané. Il existe d'autres petits muscles accessoires que sont les muscles annexés au pouce et aux doigts, le lap, cep, lep, l'épi et bien sûr le brachioradial que voici. Il faut bien expliquer sur une coupe des deux os de l'avant-bras le jeu moteur du court supinateur qui vient enrouler le radius comme ceci, le chef profond, et du biceps qui vient dérouler. L'ensemble font tourner le radius sur lui-même et créent la supination. On comprend bien en voyant ce schéma. Les positions. Eh bien, les positions, vous les connaissez. La position de référence, le petit doigt sur la couture du pantalon, est une position dite de supination. La position de pronation consiste à tourner le pouce
vers l'intérieur, et la position d'immobilisation qui sera une position de prosupination indifférente, le pouce au zénith par exemple dans un plâtre pour fracture des deux os de l'avant-bras. Sur le plan de la pathologie, nous parlons des pathologies des bases osseuses, des bases articulaires, des bases musculaires et des bases nerveuses. Les pathologies des bases osseuses sont bien sûr les fractures, et en particulier les fractures du coude, les fractures isolées par exemple, ici de l'olécrane qui se détache tiré par le radius, fracture tout à fait classique, mais aussi fracture des deux os de l'avant-bras, fracture souvent en bois verte chez l'enfant, ou alors fracture luxation, c'est-à-dire la fracture de Monteggia qui associe luxation de la tête radiale, et fracture lunale ou fracture de Galeazzi qui associe fracture luxation de Galeazzi qui associe luxation de la tête radiale et une fracture du radius telle que vous l'avez là dessinée. Les calviciés du radius se traduiront par la perte de courbure supérieure du radius qui gênera la prosupination bien sûr. Les synostoses sont les calcifications de la membrane interosseuse. Vous avez là une radio de luxation du coude qui est en général postéro-externe. D'ailleurs, les entorses du coude sont assez fréquentes et peuvent toucher tous les ligaments. Mais la luxation est grave, elle, parce qu'elle peut entraîner des compressions vasculo-nerveuses. Et la réduction en est donc une urgence. La fracture la plus fréquente chez l'enfant est la fracture supracondylienne au niveau du coude, qui peut entraîner une immobilisation par le poignet au cou, à l'aide d'une petite ficelle ou d'un petit foulard, l'enfant ayant la main maintenue contre son cou pendant 3 semaines, le temps que la fracture se répare. Voici par exemple une fracture supracondylienne chez un sujet déjà plus âgé. On voit que les cartilages sont ossifiés. Et bien sûr sa réparation par ostéosynthèse, c'est-à-dire par plaque et vis, avec, comme vous pouvez le voir là, un lassage au fil d'acier de l'olécrane qui avait été cassé dans le même temps. Et une excellente réparation. Il existe une luxation tout à fait classique chez le petit enfant qui s'appelle la pronation douloureuse de Broca. Pronation douloureuse de Broca qui consiste en fait à une traction par un adulte trop importante pour passer un trottoir qui soulève le petit enfant et qui donc déboîte sa tête radiale hors du ligament annulaire avec une attitude en pronation extension douloureuse bloquée. C'est ce qu'on appelle la pronation douloureuse de Broca. On en verra le traitement un petit peu plus tard. Ici, là, vous avez une luxation postéro-externe du coude avec une fracture de l'apophyse coronoïde. Là, vous avez ce qu'on appelle un ostéome du brachial antérieur qui est en fait la calcification progressive d'un hématome intramusculaire qui entraînera une raideur. Et bien sûr, les calvicieux de consolidation des deux os de l'avant-bras qui vont limiter la prosupination. Alors nous terminerons par des bases nerveuses qui sont l'atteinte des différents nerfs, qui est un nerf musculo-cutané entraînant un défaut de flexion et de supination, le nerf médian un défaut de flexion et surtout de pronation, le nerf radial un défaut d'extension avec perte de la supination. Le nerf ulnaire peut être compris